Retour sur le plateau Equinox, nous sommes donc repartis, madame, monsieur, pour la deuxième partie consacrée au débrief du journal. Nous sommes toujours en compagnie ici, en plateau à Douala, de Christian Massoma du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et maître Joseph-Claude Biliga du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On va rejoindre dans un instant maître Narcisse Ekomé qui se trouve également à Douala. Ce sera via Skype. Voilà, maître Biliga, cette décision du Lamido de Marois, vous la comprenez? Je la comprends. Je ne sais pas si vous lisez tous les jours quand je dis ça, le compte rendu de la situation de la santé. De ministère de la Santé, ça fait peur. Je crois hier ou avant-hier, on était à 524 jours. Aujourd'hui, on est 314 de personnes contaminées, sans compter des morts. Je pense que nous devons tous prendre conscience que le danger est là. Moi, je sors d'un déplacement dans mon village, je vais régulièrement ces derniers temps-ci, et je vous assure que j'ai peur dans toute la zone. Vous allez prendre la pharmacopée traditionnelle? Non, j'avais d'autres choses très importantes à régler là-bas. Vous vous rendez compte que vous voyez presque personne avec des masques. C'est comme si ils vous disent non, c'est vos problèmes de la ville là-bas, nous on n'a pas ce problème ici. Les frères ont essayé, les élites, d'apporter du savon, d'apporter des seaux. À certains endroits, vous voyez des seaux qui sont posés, mais c'est comme des jouets, c'est comme des gadgets en fait. C'est ce que l'impression qu'on a, même lorsque vous arrivez devant des marchés, vous voyez des seaux qui sont censés servir à laver les mains, mais vous ne verrez personne en train de laver les mains. Vous voyez des gens qui sont... Ce matin, tout à l'heure, je regardais une image de Ndokoti qui fait peur. Imaginez-vous que 1 ou 3 personnes soient malades dans ce groupe-là. C'est toute la population qui va partir. Parce que Ndokoti, on se retrouve avec 10 000, 20 000 personnes dans un endroit très exigu. Ça fait peur. Ça vous a fait peur. Et moi, je comprends la décision de Lamido de Marois, qui essaie quand même de prendre des précautions. Ces précautions, certains diront, oui, on a dit qu'il faut avoir 50 personnes, mais... il ne veut même pas un regroupement. Il ne veut pas non plus... Même pas moins de 50 personnes. Voilà, il dit recueillement dans les domiciles. Voilà. Et je pense qu'il y a même certainement au niveau de la religion protestante et chrétienne, il y a certains qui ont instauré dans certaines paroisses des cultes. Au début, c'était par... même à présent d'ailleurs, par Internet. Le Pasteur du cinquantenaire. On nous l'a dit ici. Voilà. Par Facebook, YouTube. YouTube, vous êtes chez vous, vous faites le culte. Maintenant, certains, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? C'est de dire, on fait moins de 50 personnes. Vous venez, et la salle est grande, vous faites 2 ou 3 cultes par jour pour permettre quand même aux gens par dimanche, je veux dire, pour permettre aux gens de venir. Mais la menace est là et il est vraiment, il faut être inconscient pour ne pas tenir compte du fait que nous sommes en mauvaise période de crise sanitaire et qu'on doit prendre des mesures qui s'imposent. Voilà, Christian Massoma, le maire le Lamido de Marois, il a de protéger ses oies, on va le dire. Absolument. Absolument, je pense que... Vous comprenez, il y en a qui ne comprennent pas la chose comme ça. Non, vous savez, Serge Alain Autour, la situation sanitaire en rapport avec la Covid-19 au Cameroun est de plus en plus préoccupante. Je pense que le message que le gouvernement a envoyé, malgré les mesures qui ont été prises de procéder au déconfinement partiel ou alors à l'assouplissement des mesures, n'a pas été bien compris par les Camerounais. Beaucoup ont assimilé cela à la fin de la pandémie et lorsque vous voyez les comportements de nos concitoyens, pas simplement au village de Maître Biliga, tout à l'heure en arrivant ici sur ce plateau, je peux vous garantir que j'étais un peu choqué de voir le nombre de Camerounais que vous voyez dans des espaces regroupés sans masque. Quand ils ne portent pas de masque, ils ne se protègent pas eux-mêmes et ils ne protègent pas les autres. Et c'est extrêmement dangereux. Et je me dis que pour moi, il faudrait renforcer les mesures visant à restreindre ce type de regroupement et des mesures visant tout simplement
à sanctionner les personnes qui ne sont pas dans la logique de distanciation sociale et des mesures barrières qui ont été édictées par le gouvernement. Le gouvernement de la République a l'obligation de nous protéger pour cette pandémie, par rapport à cette pandémie-là. Vous proposez quoi concrètement? C'est-à-dire, on vous prend dans la rue, vous n'avez pas de masque, qu'est-ce qu'on fait? Non, moi je pense même pas. Je pense que, et le professeur Kamto l'a dit depuis le 3, je pense qu'il faut aller à des mesures, parce qu'aujourd'hui la pandémie est dans sa phase apparemment ascendante au Cameroun, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées croît de manière exponentielle. Donc nous sommes peut-être en train d'aller vers le pic de la pandémie. Et je ne peux pas comprendre que nous ne soyons pas confinés. Donc moi je pense que au lieu d'aller dans des espèces de mesures de confinement partiel ou autre chose, il faut confiner les Camerounais tout simplement parce que notre situation n'est pas du tout bonne. Et si nous ne faisons rien, si nous continuons à minimiser l'impact de cette pandémie, je pense que l'hécatombe qui nous avait été promise par l'OMS au début de cette pandémie, le Cameroun aujourd'hui, certes on nous annonce souvent un nombre de personnes guéries, c'est tant mieux, mais le nombre de personnes contaminées et les foyers potentiels, ce qu'on appelle le cluster, qui sont en gestation, ne peuvent pas nous garantir des lendemains meilleurs par rapport à cette pandémie de Covid-19. Donc moi, je suis extrêmement préoccupé et je me dis qu'il est vraiment impératif que le gouvernement durcisse le ton par rapport aux mesures en rapport avec la protection des Camerounais si nous ne voulons pas aboutir à une situation désastreuse et totalement... Voilà. Et nous a rejoint pour cette deuxième partie, madame, monsieur, lui, c'est Maître Narcisse Ekoméa, avocat au barreau du Cameroun. Bonsoir, Maître. Bienvenue. Bonsoir, Serge Alain. Voilà, bonsoir à tous les... Oui, allez-y, allez-y. Et à tous les téléspectateurs de la chaîne Equinox. Voilà, cette mesure... Je commence déjà par... Réagir sur la décision du Lamido de Marois. Pas de prière. Oui, je pense que dans le vif comme ça, la décision du Lamido est la bienvenue. Parce que voyez-vous, depuis l'assouplissement des mesures qui avaient été prises par le gouvernement pour des raisons purement économiques, on assiste à une flambée et à une propagation plus accélérée du virus. Et je pense qu'il est bon aujourd'hui que les autorités religieuses également aient pris à bras le corps la lutte contre cette pandémie qui fait de plus en plus de victimes. Et je dis que la décision du Lamido est la bienvenue et on ne peut que la saluer. Voilà, Maître Narcisse Ekoméa, j'ai tenu à ce que vous interveniez dans cette seconde partie. Depuis le 7 juin 2017, c'était la dernière fois que le Conseil supérieur de la magistrature se réunissait. Il n'y a plus eu de conseil, mais lorsqu'on parcourt la loi 82/014 du 26 novembre 1982, voilà, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, lorsqu'on lit attentivement les articles 12 et 18, il devrait en principe se réunir chaque année. Serge Alain, je dirais déjà que la justice est le baromètre de la démocratie. Voyez-vous, lorsque la justice marche très mal dans un pays, comme c'est le cas dans le nôtre aujourd'hui, il va de soi que la démocratie en elle-même est battue en brèche. Revenant à votre préoccupation et à la question qui m'est posée, c'est-à-dire celle relative à la tenue régulière du Conseil de la magistrature ou la tenue annuelle, je voudrais d'entrée de jeu dire qu'à mon sens, le Conseil supérieur de la magistrature doit se tenir annuellement. Je vous ai un tout petit peu suivi lorsque j'étais de retour d'un rendez-vous professionnel. J'ai entendu Maître Biliga dire que rien dans le test de 82 n'indiquait que ce Conseil puisse se tenir annuellement. Moi, je dis non. Pouf. En droit, vous devez faire ce qu'on appelle, lorsque vous voulez appréhender un fait juridique, vous devez faire ce qu'on appelle l'exégèse des différentes lois qui entourent le fait en question. Vous avez non seulement la loi de 82 qui régit le Conseil supérieur de la magistrature, mais vous avez également le décret de 95
qui régit le statut de la magistrature, elle a été modifiée, je crois, en 2004. Oui. Il faut lire tous ces textes pour comprendre qu'à la vérité, le Conseil doit se tenir annuellement. Et pourquoi je le dis? Les articles 12 et 18 de la loi qui régit le Conseil supérieur de la magistrature vous indiquent que le Conseil statue sur les avancements des magistrats, et les avancements sont faits annuellement, je crois au plus tard en juillet de chaque année. Ce qui laisse supposer, ce qui laisse induire que de toute évidence, le Conseil devrait se tenir annuellement puisqu'il faut statuer sur les mouvements des magistrats, sur les avancements notamment. Je vais plus loin. Lorsque vous prenez le test sur le statut de la magistrature, le décret de 1995, il fait référence aux auditeurs de justice et vous fait savoir qu'ils sont intégrés à la date d'obtention de leur diplôme, c'est-à-dire à la sortie de l'ENAM. Et vous savez bien que dès lors qu'ils sont sortis de l'ENAM, l'intégration est un acte du Conseil supérieur de la magistrature. Or, tant que ce conseil ne s'est pas tenu, vous ne pouvez pas avoir ces jeunes qui ont passé 2 années d'une formation assidue, difficile et assez exigeante, vous les renvoyez au quartier. Et sur le plan sociologique même, ça pose un problème. Voyez-vous, Serge Alain, lorsque 2 années après, à ces jeunes magistrats ou à ces jeunes auditeurs de justice, auxquels il a été inculqué des valeurs morales certaines, ils se retrouvent 3 ans à divaguer au quartier, forcément, ils acquièrent des réflexes mercantilistes qui sont en porte-à-faux avec leurs obligations de magistrats. Et lorsque 3 années après, vous les aurez fait sortir du quartier où ils ont été confinés à cause de l'inertie du président de la République qui officie comme président du Conseil supérieur de la magistrature, et il faut dissocier ces 2 casquettes. Il n'officie pas comme chef de l'exécutif, mais bien comme président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc en réalité, il est le premier magistrat. Lorsque vous les avez donc sortis de cet espace où aucune règle n'est respectée, 3 années après, où ils ont tout oublié des rudiments du métier qui leur a été enseigné, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir des magistrats efficients, aussi bien sur le plan technique que sur le plan de la morale. Donc, pour moi, lorsqu'on fait un agrégat des tests qui régissent le Conseil supérieur de la magistrature quant à sa tenue et celles qui régissent le statut de la magistrature, celui de 95 modifié en 2004, le Conseil doit se tenir annuellement. Donc, il n'est pas bon que 3 années de suite, on en soit là avec un Conseil qui ne se tient pas, avec des magistrats qui sont pour certains décédés, pour certains démotivés parce qu'ils ne profitent pas de leurs avancements, avec les indices salariaux qui les accompagnent. Donc c'est un vrai problème aujourd'hui. La justice ne marche pas. Elle ne marche pas parce que les audiences ne se tiennent pas, mais parce que il y a une certaine démotivation. Et chez les jeunes magistrats qui sont en attente d'intégration, et chez ceux qui ont été intégrés, qui aujourd'hui sont à des postes où ils souhaitaient une relative rotation, parce que ça c'est aussi une obligation des autorités de régulation, c'est assurer la rotation du personnel de la magistrature, de telle sorte qu'on puisse éviter que des magistrats créent des petites chefferies dans leur poste d'affectation. C'est pour cette raison, Serge Alain, que c'est assez grave ce qui se vit actuellement avec la non-tenue du Conseil, et il faut que nos autorités comprennent qu'il est plus qu'urgent qu'elles se mettent en mouvement afin que, au moins que la justice puisse redorer son blason. Maître Biliga, non, moi je sais que... Oui, je sais que ça a quand même changé un peu. Qu'est-ce qui a changé un peu? Après l'article 12, je vous ai vu lire l'article 18. Parce que vous le parcourez. Je ne sais pas si mon confrère m'a suivi. Tout à l'heure, je lui ai dit, Maître Biliga dit ceci. J'ai dit d'une manière textuelle, il n'est écrit nulle part qu'il y a un Conseil supérieur de la magistrature chaque année. Lorsqu'on dit qu'il y a élection tous les 5 ans, c'est écrit noir sur blanc. Lorsqu'on dit on fixe des délais sur certaines choses, sur certaines échéances, c'est clair, écrit noir sur blanc. Là, on est en train de faire des déductions
que nous avons pu le faire. D'ailleurs, moi, je l'ai fait ici. En disant que chaque année, les jeunes doivent sortir. Je l'ai dit ici. Donc, logiquement, ils devaient avoir conseil tous les jours, chaque année, je vais dire. Mais lorsque vous regardez le texte, vous regardez que le texte parle du 1er juillet. Or, l'année budgétaire commence par le 1er juillet. L'année budgétaire au Cameroun aujourd'hui commence le 1er janvier. Donc, ce texte, ne serait-ce que pour cet article, doit pouvoir être modifié. Oui. Alors, mais je vous dis, ce que je dis, on dire que nous sommes d'accord sur des choses qui sont aussi, que tout le monde comprend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons avoir chaque année un conseil de supérieur de la magistrature. Je l'ai dit ici. Je suis allé plus loin en disant que du temps du président Aïdjo, il y avait même une rentrée solennelle de la Cour suprême. Mais mon confrère, il est avocat, il le sait. Nous avons des textes ici, des articles, des dispositions que parfois on n'applique pas dans le barreau. Il est dit par exemple que chaque année, moi j'ai été membre du Conseil de l'ordre, trésorier de l'ordre. Chaque année, nous devons offrir au ministre de la Justice une fête, en faisant une réception. Moi, autant que je suis, j'ai fait 30 ans ou 34 ans que je suis au barreau de Cameroun aujourd'hui. La seule fois, enfin la dernière fois que j'ai eu ça a eu lieu, c'était à l'hôtel Montfébé, c'était avec le bâtonnier Tchunga ou le bâtonnier Besson? Non, pas Besson, même avant, bien avant. Tchunga, je crois, je peux me tromper. Parce que les barreaux estiment que c'est pas, on va pas sortir 10 ou 20 millions pour aller recevoir le ministre, je ne sais pas quoi, chaque année, à faire une fête à l'ordre du ministre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir des lois, mais qu'on ne soit pas forcément obligé d'appliquer. C'est pas vous comprenez, c'est ce que je voulais comprendre. C'est-à-dire que certaines circonstances peuvent amener qu'on ne applique pas la loi. Aujourd'hui, ce qu'on fait, par exemple, au barreau, c'est qu'on fait ce qu'on appelle la rentrée solennelle du barreau. Pendant des années, elle n'a jamais eu lieu. Depuis les 2 derniers bâtonniers, il y a une rentrée solennelle du barreau de Cameroun, qui est plus importante parce qu'il y a des séminaires, il y a des conférences, il y a des gens qui viennent de l'extérieur, etc. Je veux dire quoi? Ce que je suis en train de vouloir, je n'explique rien du tout. Je ne dis pas que la situation des 3 ans est normale. Mais je dis ce que nous devions faire en réalité. Au lieu de commencer à faire des études, des tests en comparant sur tel ou tel autre, plaidons pour qu'il y ait une modification de la loi, parce que la loi est dynamique, elle doit pouvoir changer. Il y a par exemple cette disposition qui dit que c'est le 1er juillet, c'est pas au mois de juillet qu'il y a la rentrée, qu'il y a l'année budgétaire, qu'on plaide tous pour que cela soit changé. Mais cela ne veut pas dire que les magistrats ne doivent pas travailler parce qu'ils attendent des nominations. Parce qu'il y a bien des gens qui fonctionnent, qui sont dans des fonctions, qui font 10 ans, 20 ans, qui ne doivent pas passer par le Conseil supérieur de la magistrature, ne doivent pas passer par qui attendent de leur patron ou de leur supérieur hiérarchique une nomination. Mais ils ne vont pas continuer de travailler parce que tant que la nomination n'est pas arrivée, ils ne vont pas le faire. Et donc, ce que moi je suis en train de dire, nous sommes vraiment tout à fait d'accord sur le principe. Le principe, c'est que 3 ans, c'est beaucoup. Il faut autant, mais il faut tenir compte également du fait que le président de la République, qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature, je n'ai jamais dit qu'il intervient en tant que chef de l'exécutif. Je ne l'ai jamais dit. Mon confrère Beaumont l'a dit tout à l'heure, et mon confrère Corbet dit la même chose. Je n'ai jamais dit. Je ne fais pas de confusion sur le rôle. Mais je dis c'est lui qui convoque le Conseil supérieur de la magistrature. On peut bien imaginer, comme certains l'ont dit, s'agissant de football, que le président de la République peut ne pas être présent lors des finales de football pour ne pas bloquer la machine. On peut bien imaginer par exemple une réforme dans laquelle on dit qu'en absence du président du Conseil supérieur de la magistrature, le vice-président peut présider. C'est des idées qu'on émet pour pouvoir débloquer, parce que le programme, le calendrier président de la République peut être tellement chargé qu'il n'est pas le temps, par exemple, d'accomplir de poser toutes ces rencontres-là. Mais il peut bien, si la loi le permet, déléguer, permettre que ce soit son vice-président, le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, qui puisse présider cette rencontre. Surtout que, comme je l'ai dit, il a le vice-président qui est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a, dans le cadre du Conseil supérieur de la magistrature ou de la discipline des magistrats, un pouvoir assez important que j'ai eu à évoquer à la première partie de ce débat. Voilà, justement, Christian Massoma, cette absence, c'est-à-dire ces multiples postes vacants, ces jeunes auditeurs de justice qui ne sont pas intégrés jusqu'ici, est-ce que ça n'augmente pas la charge des magistrats qui sont en exercice? Oui, bien évidemment, parce que je ne pense pas que... Et ça a un impact sur le justiciable? Forcément. Moi, je ne pense pas que
lorsque les élèves auditeurs de justice sortent de l'ENAM et qui doivent être intégrés après que le Conseil supérieur de la magistrature ait siégé, je pense que c'est parce que le système de rotation au niveau de la magistrature permet d'intégrer un certain nombre de personnels judiciaires. Il y en a qui partent à la retraite. Voilà, il y en a qui partent, il y en a qui décèdent. Et ça permet donc d'avoir une certaine sérénité au niveau de la gestion des effectifs au niveau de la magistrature. Donc, je continue de penser que c'est tout à fait incompréhensible que nous fassions 3 années sans que le Conseil ne siège et qu'on ne procède à l'intégration de ces élèves auditeurs de justice. Tout à l'heure, Maître Comé disait que quand vous envoyez des élèves auditeurs de justice sortis de l'ENAM au quartier pendant 3 années, personne ne peut garantir que ce qui en sortira. Parce que vous savez, la motivation d'un élève auditeur lorsqu'il sort de l'école, l'intégration est un couronnement pour lui. Et je sais que c'est des personnels qui sont formés avec un certain nombre de principes. Et d'ailleurs, vous savez très bien que certains ils subissent même la formation militaire. Au moins, voilà, donc ils sortent avec un certain nombre de principes qu'ils doivent mettre en œuvre pour qu'ils puissent rendre la justice au nom du peuple camerounais. Maintenant, moi, je ne sais pas ce qu'on essaye même de prouver ici, parce que finalement, Maître Biliga est d'accord avec nous que c'est presque incompréhensible que nous fassions 3 années sans que ce conseil ne siège, sans que les nominations ne soient effectives au niveau des autres organes que vous avez cités tout à l'heure, sans que personne ne puisse nous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait bloquer? Il a évoqué le calendrier du chef de l'État ou l'agenda du chef de l'État, mais le chef de l'État doit présider. C'est son rôle de présider. C'est son rôle de pouvoir être là et d'assumer les fonctions qui lui ont été confiées par le peuple camerounais. C'est le rôle du chef de l'État. Donc, quand il est absent pendant 3 ans au niveau de la convocation du Conseil, je ne sais pas comment vous voulez expliquer cela, mais il faut absolument qu'il prenne ses responsabilités et qu'il puisse assumer pleinement le rôle pour lequel il a été dépositaire à travers le mandat qui lui a été confié par les Camerounais. Okay. Il faut peut-être une chose. Oui. Il faut, dans le cas d'espèce, c'est parce que la loi dit que c'est lui qui doit le faire. N'oubliez pas que la Constitution donne au président de la République le pouvoir de nomination, le pouvoir de délégation. C'est pour cette raison que certaines fonctions, ce Premier ministre qui les exerce sous délégation de secrétaire général de la présidente de la République. Donc, être président de la République ne veut pas dire faire tout. Et effectivement, si se mettait à faire tout, on va dire c'est l'omniscient, l'omniprésent, et il est partout. C'est pour cette raison qu'il lui est permis de faire la délégation. Mais qui le fasse pour mettre délégat, qui fasse cette délégation et que le Conseil siège. C'est pour cette raison que j'ai dit que pour moi, l'une des choses qu'on peut peut-être proposer aujourd'hui, c'est qu'on essaye de modifier la loi et que de cette loi, on permette par exemple qu'il y ait une possibilité de délégation de pouvoir, ou bien de faire comme la France a fait, c'est-à-dire en désignant, en choisissant le président du Conseil, le président de la Cour de cassation comme étant président du Conseil supérieur de la magistrature dans la chambre qui concerne des juges, c'est-à-dire les magistrats du siège, et le procureur, l'avocat général, pour ceux qui constituent le parquet. Le parquet. Voilà, je vais amener Maître Comé. Vous allez réagir sur cette sortie, cette contribution, je préfère, du docteur Louison Essomba, qui devait en principe participer à cette émission également. Il dit que le Conseil supérieur de la magistrature, par son dysfonctionnement, paralyse le fonctionnement du service public de la justice et de sa bonne administration. Maître Comé. Alain, le docteur Louison Essomba me rejoint. Oui, il me rejoint dans mon propos. Parce que je vous indiquais tout à l'heure que lorsque un sujet comme celui-ci est posé, je pense qu'il faut s'estiper des casquettes partisanes parce qu'il faut le régler. Je suis d'accord avec mon confrère Bilon qui dit qu'il faut reformer le Conseil supérieur de la magistrature. Ça nous sommes tous d'accord parce que c'est une institution qui ne marche pas bien. Mais elle ne sera pas réformée parce que telle n'est pas la volonté de nos gouvernements actuels qui veulent maintenir le pouvoir judiciaire sous leur botte. Bien évidemment, en y passant les ordres qui leur contiennent et en obtenant des décisions qui leur plaisent. Maintenant,
relativement au fonctionnement même du Conseil. La loi de 82 prévoit bien évidemment que dans du Conseil supérieur de la magistrature, il y a un vice-président qui est le ministre de la Justice. On n'a pas besoin d'un test particulier pour que le président puisse lui donner délégation afin qu'il préside le Conseil supérieur de la magistrature. Mais telle est la volonté, en tout cas, parce qu'on est dans une situation de pourrissement qui profite, il faut le dire, à l'exécutif, dans un cadre où des personnes qui sont habilitées à exercer le pouvoir politique ou exécutif ont le regard bienveillant quant au fonctionnement du pouvoir judiciaire. Bien évidemment, il est bien malheureux de prendre des exemples du genre, oui, le barreau du Cameroun devrait présenter ou rendre une visite au ministre. Ce n'est pas parce qu'on ne le fait pas que le président lui aussi ne devrait pas tenir le Conseil supérieur de la magistrature, qui lui a une incidence singulière et particulière sur le fonctionnement de la justice au quotidien. Parce que comme je vous dis, vous avez le secrétaire général du Conseil supérieur qui avait été nommé, qui aujourd'hui est aidé. Vous n'avez pas de secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature. Vous avez des magistrats qui attendent d'être nommés, mais qui ne le sont pas. Vous avez des magistrats décédés dont le remplacement n'est pas pour à l'administration au quotidien de la justice. Nous sommes des praticiens et je pense que la sélection que vous avez faite aujourd'hui sur le plateau suffit à le démontrer. Il n'est donc pas bon que nous, qui vivons au quotidien, la démobilisation de la plupart de ces magistrats, des anciens comme des plus jeunes, parce qu'ils ont l'impression de stagner dans leur carrière, il n'est pas bon que nous venions à avoir un discours partisan, alors même que les choses ne marchent pas. Revenons maintenant à la réforme de la magistrature que Maître Biliga a souhaité et dans ce sens-là, je le rejoins. Plus que le période de la magistrature soit présidé par le premier président de la Cour suprême. Voilà, des petits soucis avec... Mais également, il faut également refonder la loi sur le... allô? Oui, allez-y, Maître Commun. Oui, il faut également revoir la loi qui gouverne la désignation du premier président de la Cour suprême, parce que, voyez-vous, il peut également être démis de ses fonctions, ou lorsqu'il atteint l'âge limite d'admission à la retraite, il peut ne pas profiter d'une prorogation. Ce qui est le contraire des États-Unis, où dès lors qu'il a été nommé, le président n'a plus aucune emprise sur lui, il ne peut pas le changer. Donc je dirais que les lois telles qu'elles sont aujourd'hui sont taillées pour que l'exécutif puisse continuer d'avoir la main mise sur le pouvoir judiciaire. Et lorsque dans un pays vous avez un pouvoir judiciaire faible qui ne fonctionne pas, cela a des incidences également sur l'investissement direct et étranger, parce que vous avez des investisseurs qui, de toute évidence, vont quitter le navire parce qu'ils n'ont pas confiance à la justice de leur pays. C'est de ça qu'il est question. Voilà, merci Maître Commun d'avoir été une fois de plus avec nous. On va terminer, on va sortir par là. Christian Massoma, votre mot, votre volonté, vous souhaitez que ce soit revu, tout ça? Non, que ce soit chaque année? Il faut que le Conseil siège chaque année. Et tout a été dit. Je pense que Maître Commun, à travers sa contribution, a dit que le fait même que le Conseil ne siège pas paralyse d'une certaine manière l'institution judiciaire dans son fonctionnement et ne garantit pas une certaine sérénité au niveau de ce corps. Et parce qu'il y a beaucoup d'attentes qui sont formulées légitimement par les magistrats et ces attentes ne sont pas remplies parce que le Conseil ne siège pas. Donc c'est pas trop demander au président de la République que de convoquer annuellement le Conseil supérieur de la magistrature, de le présider et de procéder à travers les avis du Conseil aux aménagements nécessaires qui permettent à la justice de pouvoir fonctionner sereinement, en respectant bien évidemment les principes de séparation du pouvoir, même si dans le cas du Cameroun en particulier, c'est des principes qui sont battus en brèche assez régulièrement par l'exécutif. Merci. Je n'aurai pas beaucoup de choses à dire, hein. Je voulais quand même dire une chose. Hein. Il faut avoir le courage également d'être parti, je veux dire d'assumer
c'est de caractère partisan qu'on est. Oui. Parce que j'ai des confrères ici qui vous disent qu'ils sont de la société civile, mais lorsque vous suivez leur position, c'est pas des positions des juristes, c'est des positions des personnes qui ont pu faire cause pour l'opposition sans porter la robe de l'opposition. Moi, je suis avocat, mais je suis de RDPC et j'assume le fait que je sois de RDPC. Dans mes positions, même quand je suis d'avocat, je dis quand même que je suis avocat. Mais il y a certains qui prennent des positions qui sont exactement les positions de l'opposition, mais qui vous disent non, eux ils sont de la société civile, ils ne font pas ceci. Alors, je voudrais terminer en disant ceci. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai été membre du Conseil de l'Ordre. Et je me rappelle, il y a 5-6 ans, nous nous sommes rendus chez le ministre de la Justice, ministre d'État, ministre de la Justice, pour faire rentrer, pour qu'il y ait l'examen d'entrée des avocats qui n'avaient pas eu lieu depuis plusieurs années. Et je ne vous dirai pas ce qu'il a été dit entre le ministre et nous. Mais lorsque vous faites ces entrées dans le pouvoir, vous comprenez que certaines décisions ne peuvent pas être prises, ou bien telle chose ne peut pas être faite, non pas parce qu'il n'y a pas la volonté, mais qu'il y a des contingences qui ne permettent pas qu'à ce moment-là, cela soit fait. La dernière fois, j'ai discuté avec mon confrère de bâtonnier actuel. Je lui faisais un reproche en inbox, je l'ai pédé, je lui ai dit, je ne suis pas d'accord pour ce que tu as fait, si. Il m'a dit, mais les gars, vous n'êtes pas bâtonnier. Si vous étiez bâtonnier, vous ne me diriez pas la même chose. Parce qu'en tant que bâtonnier, je suis le père, je reçois partout, et je dois prendre une décision qui parfois ne plaît pas à tout le monde. L'arbitrage. Alors, donc, je voulais dire qu'en réalité, tant que nous sommes de ce côté, nous ne sommes pas présidents de la République, nous ne sommes pas dirigeants, on voit des choses tellement faciles que... Ok. Alors que si on était président, peut-être on comprendrait certaines choses qui se passent et que... Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ok, merci. Moi, je n'ai pas compris, mais bon, si vous vouliez sortir par là, je ne vous ai pas compris du tout, M. Voilà, on va terminer par cette note. La commission du croissant lunaire informe tous les fidèles musulmans que le croissant lunaire n'a été aperçu nulle part ce vendredi soir au Cameroun. Par conséquent, la fête de fin du mois du jeûne de Ramadan sera célébrée dimanche. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Bonsoir, Domayo.